Et voici Disque Monde Ankh-Morpork, enfin un jeu sur la superbe série de Terry Pratchett. Effectivement, Disque Monde est une série de livres écrits par Terry Pratchett, un écrivain anglais qui est à recommander pour tous les amateurs de fantasy, c'est de la fantasy burlesque. Alors le jeu est de Martin Wallace, son nom est écrit quand même en petit. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, ça dure une soixantaine de minutes et c'est édité par Yellow. Au niveau du matériel, nous avons tout d'abord un grand plateau qui représente la ville d'Ankh-Morpork dans son ensemble. 4 séries de pions à la couleur des joueurs, et dans chacun de ces sets de pions, nous aurons 6 bâtiments, comme ceci, et 12 pions agents, qui sont représentés comme cela. Il y a ensuite un stock de pièces frappées aux armes d'Ankh-Morpork et du patricien, bien sûr, qui seront distribuées aux joueurs. Effectivement, en début de partie, chacun va recevoir 10. Donc ça, ce sont des pièces de 5 et des pièces de 1. Donc je vous conseille de prendre 5 pièces de 1 et une pièce de 5 pour commencer la partie par joueur. Sont laissés à côté du jeu et constituent la banque. Nous avons ensuite 4 pions spéciaux qui sont des pions démons des basses fosses et qui sont laissés à côté du plateau. Nous avons des pions trolls, il y en a 3 qui seront aussi laissés à côté du plateau, ainsi qu'une série de pions chaos. Ensuite, nous avons des cartes. Alors, il y a des cartes comme ceci, qui sont des cartes action avec un bord dessiné en ocre, et donc elles ont un dos représentant la grande tortue Atuin. Nous avons aussi des cartes identiques, mais cette fois-ci avec un bord vert. Donc attention, il faudra bien séparer les cartes avec un bord marron des cartes avec un bord vert. On placera ensuite toutes les cartes marron, après les avoir mélangées, en tas, face cachée, et par-dessus on mettra toutes les cartes avec un bord vert par-dessus, avant de débuter la partie. On peut ensuite faire une distribution de 5 de ces cartes à chaque joueur, donc chacun prend 5 cartes et va pouvoir les regarder. Alors évidemment ce ne sont que des cartes à bord vert, puisque c'est le paquet du haut qui est vert et le paquet d'en bas qui est marron. Ensuite, nous avons un paquet de cartes événements qui sont reconnaissables à leur étoile à 8 branches, bien entendu. Donc ces cartes seront bien mélangées et laissées face cachée à côté du plateau de jeu. Ensuite, nous avons des cartes qui correspondent aux quartiers, reconnaissables à la boussole. Ces cartes quartiers pourront être laissées face visible à côté du jeu. On peut même les disposer les unes à côté des autres pour que tout le monde voit les quartiers si on le souhaite. Enfin, nous avons des cartes représentant les différents personnages qui vont s'affronter pour le contrôle de la ville. On va, à partir de ce paquet personnages, distribuer une carte par joueur. Chacun pourra en prendre connaissance secrètement avant de la replacer face cachée devant lui. Les cartes non utilisées ne seront pas regardées et seront redisposées dans la boîte de jeu. Enfin, nous avons un dé à 12 faces qui sera disposé lui aussi à côté du jeu dans la réserve. Dernière chose, au niveau matériel, il y a aussi des petites aides de jeu, comme ça, distribuées à chaque joueur, qui reprécisent les différents symboles présents sur les cartes, ainsi que la description des cartes personnages que l'on a distribuées en début de partie face cachée à chaque joueur, ainsi que le descriptif de chacune des cartes quartiers pour savoir qu'est-ce que cela fait lorsqu'on va construire un bâtiment à l'intérieur. Alors, le plateau représente la ville d'Ankh-Morpork, qui est divisée en différents quartiers, comme ceci, avec un nom pour le quartier, un chiffre qui correspondra à un tirage de dés pour la résolution de certaines cartes, et un coût qui est marqué dans un petit cercle et qui correspond au coût de construction des bâtiments sur ce quartier. Alors, avant de débuter la partie, nous allons placer chacun un personnage aux Sœurs Étienne, un personnage dans les décapes et un personnage aux ombres. En plus de ces personnages de chaque joueur, on va aussi placer un marqueur KO sur chacun de ces endroits. Alors le marqueur, on peut décider de le placer sur le chiffre correspond au coût de construction, puisque tant qu'il y aura un jeton KO sur un quartier, la construction est impossible. Quel est donc le but du jeu? Nous sommes à Ankh-Morpork, la plus grande cité du Disque Monde, et les joueurs vont tenter d'en prendre le contrôle, car le patricien, qui est d'habitude le tyran qui gère la ville d'une main de fer, dans un gant de fer, comme dirait Pratchett, eh bien, vont devoir tenter de devenir les nouveaux maîtres de la cité, car le patricien a disparu. Alors, on ne sait pas s'il est mort, s'il s'est enfui, s'il a disparu dans la ville, et donc chacun va tenter de tirer la couverture à lui afin de devenir le nouveau maître d'Ankh-Morpork. Pour ce faire, nous allons avoir des objectifs différents en fonction des cartes personnages qui nous ont été distribuées secrètement en début de partie. Chacun va donc avoir une façon différente d'emporter la partie.
Comment se déroule le jeu? Alors c'est très simple, on va commencer par un premier joueur, et ensuite on tournera dans le sens des aiguilles d'une montre pendant toute la durée de la partie. C'est très simple, nous avons des cartes en main, nous l'avons vu, des cartes actions qui correspondent soit à des personnages du roman, soit à des lieux particuliers du roman. Et donc, quand c'est un joueur de jouer, il va pouvoir jouer une de ces cartes et effectuer les actions qui sont indiquées sur la carte et voir les actions spéciales qui sont marquées sur celle-ci. Certaines cartes vont même permettre d'en jouer d'autres, et donc un joueur pourra peut-être jouer plusieurs cartes lors de son tour. Lorsqu'il aura terminé son tour et fait les actions des cartes ou de la carte qu'il a jouée, il va repiocher des cartes afin d'en avoir à nouveau 5 en main, qui est le total maximum que l'on peut posséder en début de partie. Alors, comment ça se passe lorsqu'un joueur va jouer une carte? Eh bien, il va effectuer les différentes actions représentées par des symboles sur les cartes dans l'ordre dans lequel elles sont dessinées sur la carte. Donc, par exemple, si je joue la carte Rincevant, je devrais d'abord effectuer cette première action, faire celle-ci et faire celle-là. Alors, la majorité des actions ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire que je peux très bien décider de passer une des actions disponibles sur la carte, sauf les actions événements qui correspondent à ce symbole. Mais commençons par le symbole le plus courant, qui est celui représentant un parchemin. À chaque fois que je vais jouer l'action du parchemin, ça va tout simplement correspondre au texte de la carte. Donc si je joue Saccharissa Crips Loke, eh bien je vais immédiatement gagner un sou, donc à chaque fois le symbole dollar en fait correspond au sou du jeu, pour chaque jeton KO posé sur le plateau. Donc pour l'instant, si je la joue en première, il y a 3 jetons KO sur le plateau de jeu, je vais recevoir 3 deniers de la banque. Deuxième symbole que l'on va rencontrer, celui représentant un agent. Alors c'est très simple, lorsqu'on va avoir cette action à réaliser, on pourra placer un nouvel agent sur le plateau de jeu. Alors pour placer un agent, soit je vais le placer dans un quartier où je possède déjà un agent, soit je vais pouvoir le placer dans un quartier adjacent à un quartier où je possède un agent, tout simplement. Alors attention, il y a le fleuve Ankh qui traverse la cité d'Ankh-Morpork. Il est traversé par des ponts, et donc je pourrais très bien utiliser les ponts pour passer d'un quartier à un autre, et donc poser par exemple un jeton à Sombre Puits. Alors attention, peut-être qu'il va y avoir du chaos qui va se déclencher lorsque je place un personnage. Si je le place dans un endroit où il y a déjà du chaos, ça ne change rien. Par contre, si je pose mon personnage tout seul sur un quartier où il n'y a pas d'autres personnages jusqu'à présent, il n'y aura pas non plus de nouveau chaos. En revanche, si je place un pion sur un endroit où il y a déjà des agents, un ou plusieurs agents, je vais immédiatement placer un jeton chaos sur ce quartier. Attention, cette règle est valable aussi pour ses propres agents. Donc si je pose un deuxième agent à un endroit et qu'il n'y avait pas encore de chaos, eh bien immédiatement il y a un jeton chaos qui vient se placer sur le quartier. Alors précision, il n'y a pas de limite au nombre maximum de pions que l'on peut placer dans un quartier. Donc on pourra toujours placer un nouvel agent dans un quartier quel qu'il soit. Si jamais on a déjà placé tous ces agents en jeu, lorsqu'on fait une action placer un agent, on pourra déplacer, c'est-à-dire prendre un agent n'importe où sur le plateau de jeu et le replacer dans un nouveau quartier d'une façon classique. Autre action possible à l'aide des cartes, l'action construire un bâtiment, représenté par ce symbole. Pour construire un bâtiment dans un quartier, il faudra répondre à certaines conditions. Déjà qu'il n'y ait pas de jetons KO. Alors, en début de partie, comme il y a du KO partout, il est impossible pour l'instant de construire un bâtiment. Mais dès qu'il y aura un quartier sans jetons KO, on pourra décider d'y construire un bâtiment à condition qu'il n'y ait pas déjà un bâtiment construit par un joueur. Effectivement, chaque quartier ne pourra recevoir qu'un seul bâtiment. Donc, il faut que j'ai un pion à moi sur ce quartier, au moins, et qu'importe s'il est inférieur en nombre, pour avoir le droit de construire un bâtiment. Et en plus, il va falloir que je règle à la banque le coût de construction. Donc là, par exemple, pour les ombres, ça va nous coûter 6 pour avoir le droit de placer son bâtiment. Dès qu'un joueur va construire un bâtiment dans un quartier, il va pouvoir immédiatement prendre le paquet de cartes quartier et chercher la carte correspondant au quartier dans lequel il a construit. Donc là, par exemple, les ombres, je vais récupérer la carte les ombres et la placer face visible devant moi. Chaque quartier va donner un pouvoir spécial au joueur qui a réussi à construire un bâtiment dedans. Donc là, par exemple, la carte les ombres, qui correspond au quartier,
lui permet, une fois par tour, de poser un pion KO, soit sur les ombres, soit dans un quartier adjacent. Donc lorsqu'un joueur aura récupéré un quartier, eh bien, pendant toute la durée où il aura encore un bâtiment dans ce quartier, il pourra réaliser l'action spéciale de la carte correspondant au quartier. Attention, on ne peut cependant pas utiliser la capacité spéciale du quartier au tour en fait, où on vient de construire le bâtiment. Donc je récupère la carte, mais je ne peux pas tout de suite faire l'action spéciale, je serai obligé de la faire à mon prochain tour de jeu. Autre action permise par les cartes, recevoir de l'argent. Lorsqu'il y a ce symbole-là, je reçois tout simplement de la banque l'argent qui est marqué dessus. Autre action possible et symbole, celui de la tête de mort. Eh bien, ça va tout simplement être d'assassiner un agent quelque part sur un quartier. Alors, lorsque vous assassinez quelqu'un, vous allez tout simplement retirer un pion agent sur n'importe quel quartier du jeu, à condition par contre qu'il y ait un marqueur KO sur ce quartier. Donc là, par exemple, le joueur pourrait décider d'éliminer le pion du joueur jaune et lui remettre dans sa réserve personnelle. Par contre, ici, comme il n'y a pas de jeton KO, on ne peut pas le faire. Alors attention, ça marche aussi, cette capacité d'assassinat, sur les démons des basses fosses et sur les trolls. On peut très bien donc assassiner un démon ou un troll s'ils sont disponibles sur le plateau de jeu, bien sûr. Précision, je peux réaliser l'assassinat même si je n'ai pas d'agent dans le quartier en question. Donc là, le joueur rouge pourrait parfaitement décider d'éliminer un des personnages se trouvant au décap, même s'il n'est pas présent dessus. Et cela marche aussi s'il y a un seul personnage sur le quartier. À condition qu'il y ait du chaos, je peux très bien éliminer le dernier personnage qui s'y trouve. Alors attention, à chaque fois qu'il va y avoir une phase d'assassinat, c'est-à-dire qu'un agent va quitter un quartier, eh bien immédiatement le jeton KO qui s'y trouve va être enlevé. Ça sera le cas à chaque fois qu'un pion quittera un quartier, que ce soit par un assassinat ou par un déplacement. Donc, je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on ajoute un agent dans un quartier où se trouvent déjà des pions, on va placer un jeton KO. Et par contre, à chaque fois qu'on va retirer un agent, on va aussi retirer le jeton KO. Ensuite, nous avons ce symbole correspondant à la police, le 177, donc par exemple l'agent, le capitaine Carotte, va permettre en fait de retirer un jeton à n'importe quel endroit du plateau de jeu où il y en a un de présent. Donc là par exemple, je pourrais parfaitement enlever celui-là. Toujours pareil, je ne suis pas obligé d'être sur le quartier pour effectuer l'action, puisque c'est l'action de la carte qui me permet de retirer ce jeton KO. Ensuite, nous avons le symbole événement aléatoire, représenté par cette étoile à 8 branches. On en a déjà un peu parlé. Lorsqu'on va devoir faire cette action, cette fois-ci c'est la seule qui est obligatoire. Je vais tirer la carte du dessus du paquet de cartes événements, la révéler à tout le monde, la lire et effectuer ce qu'elle nous préconise de faire. Alors voilà, ça va amener en fait des bouleversements sur le jeu, donc là par exemple une inondation qui risque d'inonder certains quartiers. Ensuite, nous avons ce symbole de main qui correspond aux cartes interruption. Alors ces cartes sont les seules cartes qui peuvent être jouées pendant le tour des autres joueurs. Et en général, ce sont des cartes qui vont vous protéger contre une attaque d'un autre joueur. Il faudra bien lire le texte, c'est le texte qui vous dira contre quelle action ces cartes vous protègent. Alors, essayez de les jouer rapidement. Si quelqu'un vous joue une telle action, enfin une action négative sur vous, et que vous avez la carte correspondante pour pouvoir l'annuler, jouez-la immédiatement, le plus rapidement possible. Si jamais quelqu'un d'autre joue une action juste derrière l'action négative pour vous, eh bien c'est trop tard, vous n'aurez plus le droit de placer cette carte. Enfin, dernière action possible, celle qui permet de rejouer une autre carte. Donc là, en posant cette carte, je devrais faire cet événement, faire celui qui correspond à la carte, et ensuite je pourrais jouer une deuxième carte et faire aussi les actions qui sont dessus. S'il y a encore un symbole rejoué, je peux même enchaîner plusieurs cartes lors du même tour. Alors, au cours du tour d'un joueur, celui-ci va défausser ses cartes les unes après les autres s'il en joue plusieurs, et à la fin de son tour, il repiochera pour à nouveau avoir 5 cartes en main. Attention pour les cartes interruption, celles que l'on joue hors de son tour, là on ne repioche pas après les avoir jouées, il faudra attendre la fin de son tour pour revenir à 5 cartes en main. Alors le jeu va se dérouler comme ceci à tour de rôle en jouant des cartes jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à réaliser son objectif. Mais attention, les objectifs ne sont réalisables qu'au début de son tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple je parviens à atteindre mon objectif, imaginons que ce soit un certain nombre de quartiers à contrôler,
Eh bien, si je contrôle ces quartiers à la fin de mon tour, ça ne va pas compter, je vais devoir attendre un tour complet, et si au début de mon prochain tour, j'ai encore ce nombre qui me permet d'emporter la partie, je peux l'annoncer et je gagne directement. Alors voyons maintenant justement ces personnages qui vous sont distribués en début de partie et qui vous donnent un objectif particulier à réaliser. Alors il faut savoir qu'il y a 3 personnages, le Seigneur Selachi, le Seigneur Rouille et le Seigneur Démo qui ont le même objectif, celui de contrôler un certain nombre de quartiers qui dépendent du nombre de joueurs auxquels on joue. Donc c'est marqué sur la carte, à 2 joueurs il faudra contrôler 7 quartiers, à 3 joueurs 5 quartiers et à 4 joueurs 4 quartiers. Alors comment contrôle-t-on un quartier? Eh bien pour contrôler un quartier, il faudra qu'on ait plus de pions que les autres joueurs sur un quartier en question. Donc là par exemple, le joueur rouge contrôle le quartier des ombres car les bâtiments comptent aussi, il a donc 2 pions contre tous les autres joueurs qui ont chacun un pion, c'est lui qui a la majorité, et c'est lui qui contrôle le quartier des ombres. Attention, si jamais il y a un marqueur de chaos, on ne peut pas contrôler un quartier en plein chaos, c'est logique. Donc on ne contrôlera que les quartiers sans chaos et dans lesquels on a le plus de pions. Attention pour le contrôle des quartiers, il y aura peut-être des pions démons qui viendront nous embêter et se placer sur certains quartiers de la ville. On ne peut pas contrôler un quartier dans lequel se trouve un démon des bases fausses. Il faudra donc d'abord réussir à se débarrasser de ce démon pour pouvoir contrôler un tel quartier. Pour les pions trolls qui seront peut-être aussi disposés au fur et à mesure de la partie, ils sont considérés comme appartenant à un joueur neutre. Donc là par exemple, j'ai quand même le contrôle du quartier car il y a un seul pion troll. Si jamais il y en a plusieurs, par contre, 2 contre 2, égalité, pour l'instant je ne contrôle pas. Ensuite, parmi les 7 cartes personnages, il y a aussi le Seigneur Veterini. C'est justement le tyran qui, normalement, devrait contrôler la ville habituellement. Alors là, il a disparu, mais si un joueur le reçoit, finalement, il est là, tapis dans l'ombre, et il essaye de reprendre le contrôle de la situation. Alors le Seigneur Veterini va gagner la partie s'il arrive à disposer des agents, en fait, dans un certain nombre de quartiers, qui dépendent aussi du nombre de joueurs. À 2 joueurs, 11 quartiers, à 3 joueurs, 10 quartiers, à 4 joueurs, 9 quartiers. Attention, pour le Seigneur Veterini, ce n'est pas le contrôle qu'il doit avoir, il doit juste avoir placé un agent dans les quartiers. Donc là, par exemple, il aurait réussi à contrôler, enfin à placer en fait des agents dans 3 quartiers ici. Il faut donc qu'il continue à essaimer des agents sur les différents quartiers pour emporter la partie. Même les jetons KO ne l'empêchent pas d'emporter son objectif. Ensuite, nous avons aussi le personnage Dragon, roi d'armes, qui est en fait le successeur du roi qui a été assassiné il y a bien longtemps. Si vous lisez les romans, vous saurez par qui et pourquoi. Et donc, ce successeur gagnera la partie s'il parvient à disposer 8 jetons KO ou plus sur le plateau au début de son tour. Donc attention aux jetons KO. À partir du moment où il y en a 8 sur le plateau de jeu, ça peut faire gagner un joueur qui aura reçu cette carte. Ensuite, nous avons Chrysoprase. Ce joueur-là va gagner la partie par rapport à l'argent. Il faudra qu'il essaye d'avoir 50 deniers devant lui pour l'emporter. Et attention, tous les bâtiments qu'il aura construits, c'est-à-dire représentés par les cartes correspondant au quartier, nous voyons qu'ici la valeur de construction a été mise sur le quartier, donc en fait il va compter cet argent-là aussi comme faisant partie de son pécule, donc il va compter les pièces plus l'argent des différents bâtiments qu'il aura construits. S'il arrive à 50 ou plus au début de son tour, eh bien il gagne la partie. Alors attention, il existe des cartes prêts dans le jeu, qui pourront être disposées devant les joueurs pour gagner de l'argent temporairement, mais qui les obligent à rembourser ce prêt avec 12 $ à la fin du jeu. Eh bien, si Chrysoprase a des tels emprunts, il devra évidemment rembourser et donc retirer 12 à ce total. Et enfin, nous avons le fameux commissaire divisionnaire Vimer qui gagne la partie d'une façon assez particulière. Effectivement, il va gagner si on arrive à épuiser complètement la pioche et que personne n'a réalisé son objectif. À ce moment-là, c'est lui qui l'emportera. Il va donc tout au long de la partie tenter de temporiser et empêcher les autres joueurs de gagner pour l'emporter à la fin. Nous avons vu qu'en début de partie, chacun a reçu une aide de jeu sur laquelle sont décrits tous les personnages. Donc tout le monde est au courant des 7 personnages disponibles, et donc en fonction des actions des autres joueurs, on va pouvoir essayer de deviner ce qu'ils essayent de faire. Il faudra donc tenter d'empêcher un joueur
de gagner en plaçant des agents un peu partout, ou bien en contrôlant des quartiers, ou bien en mettant des jetons KO, ou bien en amassant un maximum d'argent, ou bien en essayant de bloquer tout le monde. Donc petit à petit, on peut essayer de découvrir qui est qui, et tâcher de mettre des bâtons dans les roues dans les actions des autres joueurs. Alors essayons de faire un début de partie pour mieux comprendre comment ça s'articule. Donc je commence et je regarde mon personnage, j'ai pioché le Seigneur Selachi qui me dit qu'il faut que je contrôle dans une partie à 4 joueurs, on simule une partie à 4 quartiers. Pour contrôler un quartier, il va falloir que j'aie plus de pions agents que les autres joueurs sur un quartier en particulier, agents ou bâtiments, je vous rappelle, et qu'en plus il n'y ait pas de jetons KO. Alors, avec la main que j'ai, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de cartes qui m'ajoutent des agents. Donc pour l'instant, je pourrais décider de placer des cartes comme ça qui me permettent de rejouer. Donc je vais commencer à placer le minou rose. Le minou rose me permet de gagner immédiatement 3 sous de la banque, que je peux mettre dans ma réserve, et me permet de rejouer immédiatement une autre carte. Donc je vais jouer Chicard Chic, bien connu des amateurs du Disque Monde. Alors celui-ci... D'abord, je dois faire l'action expliquée sur la carte. Prenez 3 sous au joueur de votre choix. Donc je choisis un joueur, je vais commencer à me faire des amis, je vais choisir le joueur jaune, hop, et je vais lui prendre 3 sous. Ensuite, ça me permet aussi de rejouer une nouvelle carte, et donc par exemple, je pourrais décider de placer le Capitaine Carotte, donc qui me dit placer un agent à un endroit, donc je vais placer un agent par exemple ici, au décap. Comme il y a déjà un pion KO, je n'en ajoute pas. Ensuite, il me permet d'enlever un jeton KO à l'endroit de mon choix, donc je décide de l'enlever ici. Et enfin, de toucher un sou. Donc je prends encore un sou de la banque. Et mon tour est terminé puisque je n'ai plus d'autres cartes à jouer et que la dernière carte jouée ne me permet pas d'en jouer une nouvelle. Je vais donc piocher 3 nouvelles cartes, puisque j'ai joué 3 cartes sur le dessus du paquet, afin de compléter ma main à 5 cartes, et on passe au tour du jour suivant. J'en profite pour vous parler de la carte spéciale, les noix pelées, qui pose certaines questions à certains joueurs. Effectivement, il n'y a rien comme action. Alors, si vous décidez de jouer cette carte lors de votre tour, eh bien, vous ne ferez rien, c'est tout. Et voilà. Donc c'est une carte qui va bloquer un peu votre jeu. Tant que vous ne la jouez pas, elle vous complète votre main, puisque nous n'avons pas le droit de défausser des cartes sans les jouer, à part les cartes interruption. Et donc, voilà, vous allez la garder en main jusqu'à ce que vous arriviez à vous en débarrasser. Alors, c'est au joueur vert de jouer qui va jouer une carte Madame Cake, qui lui dit d'abord faire l'action de la carte. Il y a marqué « Regardez toutes les cartes personnages inutilisées, sauf une ». Donc en fait, il va pouvoir regarder les cartes personnages que nous avons mis de côté dans la boîte, qui n'ont pas donc été sélectionnées par les personnages, les prendre toutes sauf une, les regarder secrètement, bien sûr, en prendre connaissance, et ensuite les reposer dans la boîte. Ça va lui donner donc un petit indice pour essayer de découvrir qui est qui autour de la table. En deuxième action, cette carte lui permet de piocher 2 sous dans la banque, et enfin de placer un bâtiment à un endroit. Donc il reçoit 2 sous, et ensuite il peut décider de construire un bâtiment sur un endroit où il n'y a pas de jeton KO, et où il a au moins un pion. Donc le joueur vert a un pion ici, ici ça coûte 6 de construire un bâtiment au décap, il décide donc de payer 6 à la banque, et de construire son bâtiment ici. Immédiatement, on va prendre le paquet de cartes des quartiers, chercher les décaps, et les donner à ce joueur. Alors, les décaps lui permettent, une fois par tour, de défausser une carte pour prendre 2 sous dans la banque. Donc ça peut être un truc intéressant. Il la place donc devant lui, bien visible de tous les joueurs. Et on passe au tour du joueur jaune, après qu'il ait pioché, pour recompléter sa main à 5 cartes. Le joueur jaune, le joueur suivant, décide de placer la carte la Guilde des Fous. Alors, il doit tout d'abord faire ce qui est marqué sur la carte. Choisissez un autre joueur. S'il ne vous donne pas 5 sous, placez cette carte devant lui. Cette carte compte comme étant dans sa main. Il lui est impossible de se débarrasser de cette carte. Alors attention, il y a plusieurs cartes de ce type. C'est pour ça qu'il est conseillé pendant le jeu de ne jamais avoir moins de 5 sous en réserve d'argent. Sinon, vous risquez d'avoir des petits problèmes avec cette carte qui peut être placée donc devant un joueur. Donc par exemple, il peut me choisir et lui dire donne-moi 5 sous, sinon tu es obligé de placer cette carte face visible devant toi, et elle compte dans le total des 5 cartes que tu as en main. Donc je ne pourrai plus compléter ma main à la fin de mes tours à 4 cartes à cause de celle-ci. Donc je préfère lui payer en fait 5 sous pour défausser la carte et qu'elle ne soit pas active.
La deuxième action de la carte Guilde des Fous lui permet au joueur jaune donc de placer un agent sur le plateau de jeu. Donc il va prendre un de ces agents et il peut par exemple décider de le placer dans un terrain adjacent à un endroit où il a déjà un pion jaune. Donc imaginons qu'il a envie de se rendre à Sombre Puits, hop, il place un agent ici. Comme c'est le premier agent placé à cet endroit, qu'il n'y en a pas d'autre, on ne met pas de marqueur KO. On passe au tour du joueur bleu qui décide de jouer Ron l'Infect. Alors Ron l'Infect lui permet tout d'abord de déplacer un agent appartenant à un autre joueur vers un quartier adjacent. Alors par exemple, il pourrait décider de déplacer un pion rouge, par exemple, le mien, hop, sur un quartier adjacent, donc hop, il l'amène à Sombre Puits. Comme il y a deux personnages de placer à cet endroit-là, en ajoutant celui-ci, immédiatement on va placer un jeton KO sur Sombre Puits. Et ici, comme un agent est parti des ombres, eh bien on va retirer en revanche le jeton KO qui s'y trouve. Ensuite, l'autre action lui permet de rejouer une carte. Il va donc choisir parmi les cartes qu'il a en main le Docteur Crucial. Le Docteur Crucial lui permet d'assassiner quelqu'un et ensuite de toucher 3 sous. Donc tout d'abord, il va choisir qui se fait tuer sur le plateau de jeu. Alors je vous rappelle qu'on ne peut tuer un personnage par un assassinat uniquement s'il y a un jeton KO sur l'endroit où on fait l'assassinat. Donc là, soit au Sœur Étienne, soit à Sombre Puits. Il décide par exemple d'enlever un pion jaune parce qu'il trouve qu'il y en a un petit peu trop sur le plateau de jeu. Tac, comme un pion a disparu de ce quartier, le jeton KO est enlevé. Et ensuite, il va toucher donc 3 sous de la banque, hop, qu'il va pouvoir ajouter dans sa réserve personnelle. Et on repasse à mon tour de jeu, je décide de jouer les moines de l'histoire. Donc les moines de l'histoire me permettent de récupérer toute la pile de défausse, de la mélanger et de piocher 4 cartes au hasard dans celles qui ont déjà été jouées. 1, 2, 3, 4, je peux les ajouter à ma main. Et les cartes restantes sont remises dans la défausse avec les moines de l'histoire. Alors, j'ai donc plus de 5 cartes en main, ce n'est pas un problème, on a parfaitement le droit d'avoir plus de 5 cartes en main au cours du jeu, mais par contre, à la fin de mon tour, si j'ai 5 ou plus de cartes en main, eh bien je ne repiocherai pas pour arriver à 5 cartes, évidemment. La deuxième action de la carte Les Moines de l'Histoire me permet de replacer un personnage sur le plateau de jeu. Comme j'ai envie d'être majoritaire sur des quartiers, je peux décider de rajouter par exemple un pion, un agent ici sur les décapes. Effectivement, à cause du joueur vert qui a construit un bâtiment, nous sommes à égalité, vert contre rouge. Donc pour l'instant, personne n'a la majorité sur ce quartier et personne ne le contrôle. Donc je peux décider de rajouter un agent ici, mais comme il y a déjà un ou plusieurs agents à cet endroit-là, je suis obligé de mettre un jeton KO, et tant qu'il y aura ce jeton KO ici, personne ne contrôlera le quartier. Voilà, et le tour va ainsi se poursuivre jusqu'à la fin du jeu. Alors pour les cartes événements, qui sont donc les événements obligatoires à jouer quand on place certaines cartes, je ne vais pas vous les présenter toutes en détail, mais sachez qu'il y aura des inondations qui vont pouvoir faire fuir les habitants du quartier, Bougre de Sagouin Janson, qui permet d'enlever carrément un quartier du jeu, le dragon qui peut atterrir quelque part et détruire tous les personnages qui s'y trouvent, les incendies qui peuvent détruire des bâtiments, des trolls qui peuvent venir nous embêter, des affaiblissements, du brouillard qui permet de piocher des cartes actions supplémentaires, des meurtres mystérieux, des tremblements de terre, des explosions, des émeutes, des démons, des dimensions de la basse-faute. C'est comme ça que ces pions-là particuliers arrivent en jeu. Alors évidemment, suivant les parties, ne seront pas forcément joués, hein, de même que les trolls. Et voilà, donc toutes les cartes actions qui vont venir bouleverser un petit peu la stratégie de tout le monde. Je ne vais pas non plus vous présenter l'ensemble des cartes personnages qu'il y a en jeu, mais sachez qu'au bout d'un moment, on va tomber sur les cartes avec un fond orange, puisqu'on a mis la moitié des cartes orange au fond et la moitié des cartes vertes sur le dessus. Les cartes orange ont en général plus d'actions spécifiques, enfin spéciales, que les actions vertes. Et donc quand on va commencer à les tirer, il va se passer des choses, des bouleversements encore plus importants sur le plateau de jeu. Voilà donc pour Ankh-Morpork, le Disque Monde, le jeu, donc vraiment un excellent jeu qui réunit deux grands noms, Terry Pratchett, l'inventeur de ces romans qui sont vraiment excellents et que je vous conseille de lire. Alors c'est une série mais vous n'êtes pas obligé de tous les lire, en fait on peut très bien prendre un roman dans le tas en fait et le lire puisque chaque roman est vraiment une histoire à part entière, alors souvent avec des personnages récurrents par rapport à d'autres livres, mais on peut débuter de partout et je vous conseille plus particulièrement d'acquérir ceux sur le Gué, les histoires du Gué, en fait, qui sont réédités depuis peu, en fait, sous un gros volume qui réunit 3 des meilleures histoires du Gué, aux éditions La Talente.
Alors pour le jeu en lui-même, c'est un jeu assez rapide, assez fun, vous n'êtes pas obligé d'être fan de la série pour l'apprécier, en fait, ça va être un jeu de tractation et assez simple à jouer puisque ce sont uniquement les cartes qui vont vous donner les différentes actions que vous allez pouvoir faire. Je ne vais pas vous décrire toutes les cartes, il y a donc les cartes événements qui peuvent faire arriver des démons qui vont envahir la ville, ou bien des trolls, des inondations, des bâtiments qui peuvent être détruits. Ah oui, j'ai oublié de parler de ça d'ailleurs. Si on détruit un bâtiment, eh bien, le joueur sera obligé de rendre évidemment la carte du quartier correspondant. Et puis voilà, donc plein de choses qui vont se dérouler, et le jeu est assez bien fait pour que quand on arrive pratiquement à la fin du paquet de cartes à piocher, eh bien un des joueurs finit par arriver à tirer la couverture à lui et à gagner. Donc ça se joue souvent sur un mouchoir de poche, dans un mouchoir de poche. Ensuite, donc, les fans de la série, par contre, seront vraiment enchantés, car toutes les cartes du jeu représentent soit des lieux particuliers, soit des personnages bien connus de la série, comme le bagage, par exemple, Suzanne, petit Arthur le Dingue, Yves Hertellier, la mort bien entendu, et puis voilà, plein d'autres personnages. Et donc les capacités spéciales données par ces cartes correspondent toujours à ce à quoi sont habitués les personnages dans la série. Donc c'est vraiment très sympathique. Donc attention, par exemple, les mages, ce sont eux qui vont faire arriver les événements aléatoires qui vont précipiter la cité dans le chaos le plus total. Donc voilà, les illustrations sont vraiment magnifiques. Le jeu est vraiment très bien rendu. Si vous êtes un fan de Terry Pratchett, vous ne pouvez pas passer à côté. Et si vous ne connaissez pas la série, ça peut vous introduire en fait un petit peu à cet univers. Vraiment très bien rendu et en même temps sur un jeu très fun et pas très complexe à appréhender. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.